bonsoir à tous. Ça me fait énormément plaisir de vous recevoir parmi nous ce soir pour ce premier webinaire organisé par le service d'urologie du CHU d'Oujda. Comme on vous a habitué dans nos manifestations précédentes, le thème de notre webinaire porte sur l'urologie fonctionnelle. Un chapitre que je considère personnellement mal connu et mal enseigné dans nos programmes de formation au Maroc. Pour cela, le service d'urologie de CHU d'Oujda a mis parmi ses priorités depuis sa fondation en 2014 le développement et l'enseignement de la neurourologie et de la pelvipérinéologie à l'oriental, au Maroc en entier et en Afrique en général. Pour cela, on a créé un service d'urologie avec l'unité d'urodynamique et d'urologie fonctionnelle. On a monté un diplôme universitaire des explorations périnéales et d'urodynamique qui est à sa 3e édition cette année et qui est le premier en Afrique. Et on organise chaque année un congrès national qui est à sa 5e édition cette année et dont la grande partie porte sur la neurourologie. Et donc, l'organisation de ce webinaire va dans le même sens de la formation continue en urologie fonctionnelle suite à l'annulation de notre congrès cette année qui est due à la pandémie de Covid-19, comme vous le savez. Sans trop tarder, je passe au vif du sujet. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à nos conférenciers que je remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. On a avec nous Dr Loïc Lenormand de Nantes, un des piliers de la neurourologie en Europe, chirurgien urologue. Et on a avec nous aussi Dr Vincent Cardeux de Paris, chirurgien urologue. Ce webinaire sera modéré par mon maître, professeur Ahmed Amer, chirurgien urologue, chef de service d'urologie à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. Mon collègue et ami, professeur Ammari Jalaldine, chirurgien urologue au CHU de Fès, et moi-même, professeur Barki Ali, chirurgien urologue et chef de service d'urologie au CHU d'Oujda. Donc, professeur Ammari, professeur Ammari, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour modérer ce webinaire. Et sans tarder, je passe la parole à mon maître, professeur Amr, pour modérer la première présentation. Merci, M. Barki, c'est nous qui vous remercions. Donc, je passe la parole à M. Lenormand, comme ça il va traiter le premier topo, qui va traiter de l'hyperactivité vésicale, code 9 en 2020. Donc, la parole, c'est à vous, Dr Lenormand. Très bien. Alors, je vais partager mon écran. D'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde et je suis ravi d'être en communication avec vous et très honoré de cette invitation. Donc, j'ai essayé de vous faire un topo pas trop long pour qu'on puisse avoir le temps de discuter après sur ce sujet, essayer de vous extraire un petit peu ce qu'il y avait de nouveau dans cette actualité concernant l'hyperactivité vésicale. Vous voyez tous l'écran où il faut que je me mette en mode présentation. Voilà. Vous voyez tous l'écran, ça se… Oui, très bien. Très bien. Oui, parfait. Parfait. Un petit rappel quand même sur ce qu'est l'hyperactivité vésicale, puisque sa définition date de 2002 par l'ICS, où le symptôme qui est prédominant dans ce syndrome, c'est l'urgenturie, qui est en fait un nouveau terme français qui a été inventé pour essayer d'avoir une bonne traduction de l'urgency, qui est en fait l'apparition d'un besoin urgent et qu'on ne peut différer d'uriner, et c'est habituellement accompagné de pollakiurie et de nicturie. On parle d'hyperactivité vésicale idiopathique quand effectivement il n'y a pas de cause secondaire à ce syndrome. En fait, ce syndrome, il est souvent accompagné d'une incontinence urinaire, et vous voyez que cette incontinence urinaire, eh bien, elle regroupe plusieurs entités, que ce soit l'incontinence d'effort qui, associée à une urgenturie, définit l'incontinence urinaire mixte, et il y a des hyperactivités vésicales sans incontinence également. Donc, vous voyez, c'est pas un territoire qui est parfaitement limité, mais qui est en communication avec d'autres syndromes. Alors,
Derrière ce syndrome, en fait, il existe de multiples origines, et c'est peut-être là-dessus qu'on avance un petit peu, puisque l'entité d'hyperactivité vésicale, c'est en fait un grand melting pot de beaucoup d'affections. Alors, on va tout de suite retirer les hyperactivités secondaires qui sont d'origine soit neurologique, soit d'origine locale, simplement pour dire que dans le bilan d'une hyperactivité vésicale, il faut s'attacher d'abord à rechercher des causes secondaires qui pourraient expliquer cette hyperactivité vésicale. Alors, d'un point de vue physiopathologique, qu'est-ce que l'on va retrouver? Eh bien, beaucoup de choses. Premièrement, on sait qu'il y a des comorbidités qui sont assez nombreuses dans l'hyperactivité vésicale, et peut-être dans les choses un petit peu plus récentes, le syndrome métabolique est manifestement un des cofacteurs particulièrement important dans l'apparition des hyperactivités vésicales, où ce syndrome est nettement augmenté quand on a un syndrome métabolique, et il y a une corrélation directe entre le tour de taille et l'apparition d'une hyperactivité vésicale. Le diabète, c'est quelque chose de plus connu. L'irradiation, je dirais, ça fait plus partie des hyperactivités vésicales secondaires, puisqu'on a une cause locale qui peut expliquer. Le syndrome de vessie douloureuse, par contre, lui, est, contrairement à ce que l'on disait auparavant, assez fréquemment associé à l'hyperactivité vésicale, et ce n'est pas parce qu'on a un syndrome de vessie douloureuse que l'on doit exclure l'hyperactivité vésicale associée. En fait, également, ne pas oublier le rôle hormonal, puisque dans le syndrome génito-urinaire de la ménopause, c'est ce que ça veut dire SGUM, eh bien, vous avez souvent une hyperactivité vésicale associée, et actuellement, on dit qu'il est dans ce cas utile de traiter ce syndrome génito-urinaire de la ménopause avec notamment une œstrogénothérapie locale pour diminuer les signes d'hyperactivité vésicale. Ça, ce sont les comorbidités. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a une augmentation de l'incidence de l'hyperactivité vésicale qui est très importante avec le vieillissement, et ceci autant concernant la femme que l'homme, alors que la femme est peut-être un petit peu plus atteinte par ce syndrome d'hyperactivité vésicale lorsqu'elle est plus jeune, mais avec le vieillissement, c'est un peu l'inverse qui se produit. La vessie a donc eu un rôle extrêmement important, et en fait, il y a deux causes dans la vessie qui peuvent expliquer l'hyperactivité vésicale. Il y a la théorie myogénique qu'on connaît déjà depuis longtemps, puisqu'on sait que les cellules musculaires de la vessie vont se dépolariser de manière régulière, constante, et puis c'est la sommation de ces dépolarisations qui vont créer des contractions vésicales involontaires. C'est en fait une anomalie de la vessie, et notamment de la communication de l'influx entre les différentes cellules qui est à la base de cette théorie. Mais il y a également une fonction urothéliale extrêmement importante dans la genèse de cette hyperactivité vésicale, puisque toute la sensibilité naît au niveau de l'urothélium, et des anomalies au niveau de l'urothélium vont aller provoquer une hyperactivité vésicale. La vessie, l'urothélium, ce n'est pas la seule chose, même si ça peut avoir des influences sur la sensibilité vésicale. Il y a aussi tout le système nerveux. Et on peut avoir une intégration qui est anormale en fait de la sensibilité, ce qui peut expliquer que l'hyperactivité vésicale ne naît pas au niveau de la vessie, mais naît plutôt au niveau de l'intégration de la fonction efférente, donc de la sensibilité vésicale, au niveau central. Alors tout ça, ça peut être aussi modulé par l'obstruction en elle-même, et c'est ce qui peut peut-être expliquer que chez l'homme, on a une incidence de l'hyperactivité vésicale qui augmente très fortement avec l'âge, puisque souvent il y a une obstruction notamment prostatique qui peut avoir lieu et qui peut être à l'origine de cette hyperactivité vésicale. Donc tout ça pour vous dire, pour résumer, que finalement les causes de l'hyperactivité vésicale, elles sont extrêmement nombreuses, et je pense que dans l'avenir, ce que l'on va voir apparaître, c'est peut-être des thérapeutiques qui vont être un petit peu plus ciblées en fonction du mécanisme physiopathologique qui aura été plutôt sélectionné chez ce patient. Donc ça, c'est pour résumer ce que je viens de dire, l'hypothèse musculaire, donc avec l'hypothèse myogénique, l'hypothèse de physiopathologique de l'urothélium, l'hypothèse au niveau central, donc des centres pontiques et suprapontiques, et puis
peut-être quelque chose de nouveau qui rejoint un petit peu la sensibilité urothéliale, c'est le rôle de l'urètre. En effet, l'urètre, dans son uréthélium, c'est peut-être la partie encore la plus sensible et qui véhicule le plus de sensibilité, qui peut être aussi à l'origine de cette hyperactivité vésicale. Il y en a une que vous avez certainement dû rencontrer assez souvent, ce sont les hyperactivités vésicales qui sont associées aux insuffisances sphinctériennes et qui sont aussi de traduction liées au changement de position notamment. Ces gens qui vont se lever, puis au moment où ils se lèvent, vont être pris d'une envie d'uriner extrêmement brutale. En fait, l'hypothèse, c'est qu'effectivement, la stimulation de l'urètre va provoquer par un réflexe urétro-vésical qui va générer l'hyperactivité vésicale, raison pour laquelle, en fait, il existe souvent cette hyperactivité vésicale clinique dans les insuffisances sphinctériennes. Alors, quand on regarde les différentes guidelines, et là je vous ai repris celui qui était peut-être le plus récent de l'AUA et de la SUFU, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, finalement, les traitements vont être par ordre d'invasivité. Donc, la première ligne, ce sont les traitements comportementaux, la rééducation, l'adaptation des boissons, le traitement médicamenteux. Et puis, en seconde ligne, vous avez les anticholinergiques ou les bêta-3 mimétiques, avec certaines préconisations qui sont données par ces recommandations. Et puis, on voit en troisième ligne la stimulation tibiale postérieure et au même rang que la toxine botulique et la neuromodulation. Et ça, c'est en train de changer beaucoup, puisque, en fait, c'était simplement dû au fait que dans les pays anglo-saxons, la stimulation tibiale postérieure se faisait essentiellement par voie percutanée. Donc, en fait, on était obligé d'introduire, de mettre en place une aiguille au niveau du nerf tibial postérieur et les gens venaient faire leur séance en général une fois par semaine. Et en fait, ce qu'on retrouve également au niveau des recommandations de l'AUA, où on voyait de l'EAU, où on voit effectivement que le PTNS vient après le traitement médicamenteux, eh bien, en France, on est en train de changer cet ordre et de mettre la stimulation tibiale postérieure bien avant, quasiment en première ligne, avant le traitement même médicamenteux, ou au moins en parallèle. Pourquoi? Parce que, en fait, on s'est rendu compte que la stimulation tibiale transcutanée était quasiment aussi efficace que la stimulation percutanée. Et il y a une étude qui le montre récemment, l'étude de Ramirez, qui a fait une étude randomisée sur 68 patients, en randomisant soit en stimulation transcutanée, soit en stimulation percutanée, alors en utilisant plutôt des paramètres qui sont utilisés dans la stimulation transcutanée, donc avec une fréquence de 20 Hz, avec un traitement par 30 minutes, et vous voyez une fois par semaine, alors que le traitement par stimulation percutanée, il se fait tous les jours, voire tous les 2 jours. Et bien même en faisant un traitement par stimulation transcutanée chez ces patients, eh bien on n'a pas d'infériorité d'efficacité de la transcutanée par rapport à la percutanée. Et donc, tout ça plaide effectivement pour mettre ce traitement qui est vraiment sans aucun risque du tout, puisqu'il n'y a pas d'effet secondaire à la stimulation tibiale postérieure, et bien effectivement, on peut le remonter dans les traitements de première ligne. Vous voyez qu'il y avait quand même une diminution de la fréquence mictionnelle et de l'incontinence et d'urgenturie basée sur les catalogues mictionnels qui étaient chez plus de 50% des patients. Alors, après, la question qui se pose, c'est que est-ce qu'il faut stimuler fort, puisque finalement, on a l'impression, enfin, intuitivement, on pourrait penser que plus on stimule fort, plus ça va être efficace. Et là, j'ai trouvé cette étude assez intéressante, vous voyez aussi extrêmement récente, où on a randomisé 3 groupes de patients. Un premier groupe où on s'arrêtait au seuil sensitif en stimulation tibiale transcutanée, un deuxième groupe où on allait jusqu'au seuil moteur, et un troisième groupe qui servait de contrôle pour voir si effectivement il y avait des améliorations. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une amélioration autant sur le groupe qui était stimulé avec le seuil sensitif que celui qui est stimulé avec le seuil moteur. Et ces améliorations sont significatives par rapport au groupe contrôle, mais il n'y avait pas de différence entre le groupe qui s'arrêtait simplement au seuil sensitif par rapport au groupe qui était stimulé avec le seuil moteur. Donc cela veut dire que quand on fait de la stimulation
tibiale postérieure, eh bien, il faut s'arrêter simplement au seuil sensitif. Ce n'est pas la peine d'aller rechercher une flexion des orteils pour être efficace. Alors, de temps en temps, on peut être embêté pour la stimulation tibiale postérieure parce qu'il y a des gens qui ne ressentent rien du tout ou qui ont des contre-indications parce qu'ils ont du matériel, notamment orthopédique au niveau des membres, voire des gens qui sont amputés aussi, et ça peut arriver. Et bien finalement, on peut aussi stimuler ailleurs, et notamment dans cette étude qui est assez intéressante, c'est qu'il y a eu une étude randomisée entre une stimulation tibiale postérieure et une stimulation parasacrée. Eh bien, il y a là encore pas de différence entre les groupes. Finalement, eh bien, on va quand même noyer ces branches autour de S3 qui véhiculent la sensibilité vésicale et avoir un certain degré d'efficacité sur cette stimulation. Alors, ça marche aussi chez l'enfant, et ça c'est assez intéressant puisqu'il y a pas mal d'études maintenant qui commencent à sortir, et j'ai ressorti cette étude qui est une méta-analyse de 8 études randomisées contrôlées sur la stimulation tibiale transcutanée chez l'enfant pour le traitement de ce qu'on appelait les immaturités vésicales, qui sont en fait des hyperactivités vésicales de l'enfant. Eh bien, là encore, ces études randomisées contrôlées montrent une diminution significative du nombre de fuites par jour, de la pollakiurie et du nombre de jours avec des fuites. Et il n'y a pas d'inconfort reporté par ce traitement. Et donc, c'est un traitement qui peut être aussi tout à fait utilisé pour l'immaturité vésicale de l'enfant. Alors, il y a l'inventivité continue pour essayer d'aller dans cette voie, qui est une espèce de neuromodulation, je dirais, de première ligne, on en reparlera tout à l'heure. Et il y a ce système aussi qui vient de paraître, qui est un système permanent, percutané, alors par contre avec une électrode qui doit être implantée. C'est là un petit peu, à mon avis, la limite de ce traitement, mais on commence à avoir des résultats à 3 ans. Vous voyez, bon, alors le nombre de patients reste encore relativement limité, mais avec un taux de succès en intention de traiter qui atteint 75%. Et donc, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra peut-être regarder un peu dans l'avenir. Donc, voilà. Alors, quand on a, malheureusement, ça ne marche pas chez tout le monde, la stimulation tibiale postérieure, on aimerait bien parce que c'est un traitement qui n'est pas invasif, qui a aucun effet secondaire et qui n'est pas très compliqué à réaliser pour le patient. Et quand c'est négatif, est-ce que finalement le fait que les gens ne répondent pas à la stimulation tibiale postérieure, comme c'est une forme de neurostimulation, est-ce que ces gens-là vont finalement être en échec également d'une neuromodulation des racines sacrées? Est-ce qu'on peut le penser? Eh bien, dans cette série de 43 patients qui étaient en échec de stimulation tibiale postérieure, eh bien, il y a eu 28 tests positifs et donc 65% qui ont été implantés. Donc, ça veut dire que la négativité du traitement par stimulation tibiale postérieure n'est pas du tout une contre-indication et n'est pas prédictive d'un mauvais résultat de la neuromodulation des racines sacrées. Vous voyez ici les résultats concernant la pollakiurie diurne et la nicturie. Eh bien, effectivement, on voit une très légère diminution quand on a fait une stimulation tibiale postérieure, mais qui n'est pas significative, alors qu'on a une diminution ici qui est tout à fait significative quand on fait une neuromodulation des racines sacrées. Donc, on peut toujours avoir recours à la neuromodulation, même en cas d'échec d'une stimulation tibiale postérieure. Alors venons-en aux médicaments, donc les anticholinergiques, maintenant ça fait longtemps qu'ils existent. Vous savez qu'en fait les anticholinergiques qui sont des antimuscariniques agissent essentiellement en bloquant les récepteurs M2 et M3, puisque les 4 isoformes, dans les 4 isoformes, il y a des récepteurs M1 et M4, mais qui agissent en présynaptique, donc ce n'est pas leur site d'action. Et on a préférentiellement dans une vessie normale une prédominance des récepteurs M3 qui vont aboutir à la contraction vésicale, mais les récepteurs M2 sont également présents. Alors on dit souvent, vaut mieux privilégier les antimuscariniques qui sont spécifiques des récepteurs M3. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que quand vous avez une hyperactivité vésicale, vous avez en fait une augmentation des récepteurs M2 qui est très anormale. Donc, ce n'est pas idiot d'avoir également des antimuscariniques qui bloquent les deux sites. Ce d'autant que la stimulation des récepteurs M2 va également bloquer finalement les récepteurs bêta-adrénergiques de type bêta 3 et donc empêcher la relaxation musculaire. Donc,
finalement, les antimuscariniques, eh bien, même s'ils ne sont pas hyper sélectifs de M3, peuvent être tout à fait efficaces. Alors, le gros problème des antimuscariniques, ce sont les effets secondaires, en dehors même de leur efficacité, qui peuvent être assez limités. Ça, c'est des données qui sont beaucoup plus anciennes, où on voyait effectivement qu'il y avait beaucoup d'abandon au bout d'un an des différents antimuscariniques, et il y en a certains qui étaient mieux tolérés que d'autres, et on avait quand même l'impression que la solifénacine était un médicament qui était mieux toléré, en tout cas dont l'observance du traitement était meilleure, puisque là vous voyez qu'on avait 81% à un an de poursuite du traitement, alors que quand on prenait l'oxybutynin, on n'avait que 46%. Eh bien, on commence à avoir des données un petit peu plus longues. Alors ça, c'est encore ce qui vous montre un petit peu la même chose avec des produits qui sont venus depuis, notamment avec la darifénacine, avec le trospium notamment, qui sont arrivés depuis, la darifénacine et la solifénacine. Mais on a regardé maintenant dans des bases beaucoup plus importantes, et j'ai ressorti cette étude de 2018 qui est assez intéressante, puisque c'est une base de vétérans, et vous voyez que là, le nombre de sujets est particulièrement important, puisqu'on avait plus de 26 000 sujets, mais c'était essentiellement des hommes, ce qui montre bien que l'incidence de l'hyperactivité vésicale chez l'homme est particulièrement importante. Donc cette étude a eu lieu entre 2007 et 2015, avec des critères de jugement qui étaient la persistance à un an de l'efficacité. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que dans une population qui est en grande majorité masculine, eh bien, la persistance du traitement, c'était en gros à 58%, mais il y avait manifestement, là encore, une meilleure observance quand il s'agissait de solifénacine et de fésotéradine. Fésotéradine, c'est le Tovia, je ne sais pas si vous avez le même nom de commercialisation au Maroc. Non. Donc, ces deux médicaments, eh bien, finalement, on a une meilleure observance. Alors, une autre étude qui est assez intéressante, puisque là, vous voyez qu'on a plus de 122 000 patients, avec une population qui est plus habituelle de celle que l'on traite actuellement pour l'hyperactivité vésicale, puisque là, il n'y avait que 15% d'hommes. Avec un suivi également de 12 mois. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, finalement, le taux au bout d'un an, vraiment d'observance du traitement, il est beaucoup plus bas que ce que qu'on avait dit auparavant, puisque vous voyez, il est quasiment à 17%, et quand il s'agit de la solifénacine, alors que la solifénacine c'est le mieux toléré, on est à 17%, avec 12% pour les autres. Donc vous voyez que finalement, le taux d'abandon des anticholinergiques est beaucoup plus important. Ce que l'on observe quand même dans cette étude, c'est que les hommes sont plus adhérents que les femmes, et les patients obèses sont moins compliants. Alors, le problème des antimuscariniques, c'est qu'on a vu que l'incidence de l'hyperactivité vésicale augmentait beaucoup avec l'âge, et avec l'âge, il y a le problème de la charge des antimuscariniques, des anticholinergiques, qui peuvent avoir des influences extrêmement importantes au niveau cognitif, et donc il faut être particulièrement vigilant avant de prescrire un antimuscarinique chez une personne âgée ou surtout une personne fragile. Eh bien, finalement, les antimuscariniques ne représentent pas beaucoup dans la charge anticholinergique de ces patients, puisque ce sont surtout les médicaments cardiovasculaires qui vont représenter la charge anticholinergique importante devant les antidépresseurs à 20%. Alors, cette autre étude de Moreau qui est assez intéressante aussi, qui était sur une population de sclérose en plaques, et qui s'est attachée à regarder justement tous les tests qui sont réalisés d'un point de vue cognitif aux scléroses en plaques sans anticholinergique et aux scléroses en plaques avec anticholinergique. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, il y a une altération des tests qui se manifestent quand on utilise un anticholinergique, et je pense que dans ce groupe de patients atteints de sclérose en plaques, il faut être particulièrement vigilant au type d'antimuscarinique que l'on va utiliser, puisque dans cette étude, c'était essentiellement d'oxybutynin et de la toltérodine qui passent beaucoup la barrière hémato-encéphalique, et donc il faut plutôt préconiser les antimuscariniques qui ne passent peu la barrière. Donc on a notamment le chlorure de trospium, le Céris, il y a également la fésotérodine, le Tovias qui passe quand même moins, et dans une moindre mesure, mais peut-être moins, la solifénacine. Alors,
Chez les patients âgés, eh bien, on avait déjà un petit peu cette intuition-là, mais ça peut être justement tout l'intérêt d'utiliser des bêta-3 mimétiques. Et effectivement, il y a, là, vous voyez cette étude récente de Vague qui montre que le mirabegron chez les patients de plus de 75 ans sont parfaitement tolérés et surtout avec une bonne efficacité. Et donc, s'il y a à préférer un traitement médicamenteux chez des gens chez qui on peut avoir une incidence, notamment sur le plan cognitif du traitement de l'hyperactivité vésicale, il faudra peut-être privilégier plutôt le mirabegron. Il y a, vous voyez, une deuxième étude qui montre un peu la même chose, avec un risque de démence qui est nettement supérieur si on utilise des anticholinergiques par rapport au bêta-mimétique et avec pas de risque de détérioration des fonctions supérieures avec le mirabegron sur cette étude randomisée de phase 4 des patients de plus de 65 ans. D'autant que la fragilité est davantage associée à l'hyperactivité que l'âge. Donc ce qui compte, ce n'est pas que l'âge, mais aussi la fragilité des patients. Et donc malheureusement, plus elles sont fragiles, plus elles vont avoir des syndromes d'hyperactivité vésicale, et donc une raison peut-être de plus pour privilégier les médicaments qui ne risquent pas d'aggraver cette fragilité. Alors, parlons des patients fragiles. Eh bien, ces patients fragiles, même quand on est en échec de ces traitements de deuxième ligne, eh bien, quand on leur propose une neuromodulation des racines sacrées, les résultats ne sont pas inférieurs pour des patients d'âge moins important. Donc, il ne faut pas hésiter à proposer à des patients gênants, même s'ils sont fragiles, à aller un petit peu plus loin dans l'escalade thérapeutique avec des résultats qui peuvent être tout à fait intéressants. Eh bien, les bêta-3 mimétiques, ça avance puisqu'il y a un nouveau bêta-3 mimétique qui arrive sur le marché. Donc là, avec des études randomisées sur l'hyperactivité vésicale avec des incontinences qui pouvaient même être sévères dans cette phase 3 où on a comparé 3 bras 50 mg, 100 mg et le placebo avec plus de 50% de réponses, y compris dans les incontinences sévères. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Vous voyez cette autre étude randomisée de phase 3 sur 1518 patients, avec finalement une tolérance qui est très bonne, puisque à 75 mg, il y a 1,7% des patients sous traitement qui vont arrêter le traitement pour des effets secondaires versus 1,1% pour le placebo. Donc vous voyez que ce n'est pas très significatif entre les deux, alors que les effets secondaires avec la toltérodine à 4 mg étaient plus importantes. Il y a une revue systématique également de Chi récente dans Neurourologie en Neurodynamics qui montre l'efficacité et la bonne tolérance de ce nouveau bêta-3 mimétique. Cependant, il faut toujours regarder les articles avec un peu d'acuité parce que, vous voyez, quand c'est en général comparé avec la toltérodine. Et quand on regarde les résultats, finalement, par rapport au placebo, effectivement, le traitement est efficace, mais quand on le compare au traitement anticholinergique, son efficacité est quand même relativement comparable à celle des anticholinergiques. Simplement, c'est qu'effectivement, ça a l'avantage de ne pas avoir les effets secondaires. Les risques de ce traitement et les contre-indications tiennent essentiellement aux hypertensions artérielles qui ne sont pas contrôlées et les troubles de conduction. Alors, venons maintenant au traitement de seconde ligne avec le Botox. Est-ce qu'il y a des prédicteurs de réponse de bons résultats et de rétention avec le Botox? Eh bien, il y a eu cette étude qui a été faite où finalement, quand on regarde les résultats, il n'y a qu'un seul facteur qui sort dans la prédiction des négatives de succès, eh bien, c'est le fait d'être un homme. Donc, le fait d'être un homme, finalement, ce n'est pas une bonne chose pour le résultat du Botox, et en plus, c'est plutôt une mauvaise chose aussi pour le risque de rétention et de nécessité de sondage intermittent. Par contre, on retrouve également chez la femme le fait d'avoir un faible débit mictionnel et des antécédents d'hystérectomie, ce qui montre bien que finalement, quand on a une fonction vésicale qui est quand même altérée au départ, eh bien, le risque d'avoir la nécessité d'autosondage augmente. Alors, est-ce qu'il faut… alors, l'AMM, dans les hyperactivités vésicales non neurologiques, on dit qu'il faut 10 injections. Là, on a une étude qui compare même 20 injections à 4 injections et finalement avec une même efficacité. Alors ça, c'est pas très étonnant. C'est qu'on sait que le Botox a une diffusion qui est extrêmement importante.
Moi, je vous déconseille quand même de diminuer fortement le nombre des injections, car si vous en ratez une, eh bien, vous ratez en fait beaucoup de produits. Donc, sauf en cas de mauvaise tolérance de l'injection, où ça peut être effectivement, à mon avis, une alternative, où vous pouvez à ce moment-là vous permettre de diminuer le nombre de sites d'injection. Je vous le déconseille dans votre pratique quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir en premier quand on est dans un traitement de recours de deuxième ligne? Est-ce que c'est le Botox? Est-ce que c'est la neuromodulation des racines sacrées? Vous voyez que cette étude récente a fait une revue systématique et finalement, qu'est-ce qu'on retrouve? Il n'y a absolument aucun argument pour dire qu'il faut commencer par l'une ou l'autre méthode sur les résultats. C'est-à-dire que si on a effectivement un échec de la neuromodulation, eh bien, le Botox va pouvoir récupérer un bon nombre de patients et vice-versa. Donc, on peut commencer par celui que va préférer le patient ou que intuitivement vous avez envie de faire. Et pour terminer, puisque j'avais participé à cette étude-là internationale sur l'arrivée d'un nouveau neuromodulateur rechargeable qui est commercialisé par Axonix, c'est un stimulateur qui, du coup, a l'avantage d'être beaucoup plus petit que ceux que vous connaissez de chez Medtronic, puisque vous voyez ici sa taille par rapport à une pièce de 2 euros. Et pourquoi il est plus petit? Simplement parce que sa batterie est beaucoup plus petite, puisque c'est un stimulateur que l'on va recharger. Et les patients le rechargent simplement par induction en portant cette recharge qu'ils vont mettre en fait sur une ceinture en regard du stimulateur, et ils font ça une fois par semaine pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc c'est pas très contraignant en regardant la télé. Voilà, et l'avantage, eh bien, c'est que la longévité du stimulateur est beaucoup plus importante puisqu'elle est donnée pour plus de 15 ans. Voilà. Donc j'ai participé à cette étude puisqu'on était le seul centre français à Nantes qui était sélectionné pour cette étude pour l'approbation par la FDA. On avait on implante. Alors tous les patients étaient implantés. La grande particularité de cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de phase de test. On implantait tout le monde. Et pourquoi on implantait tout le monde? Parce que ça permettait finalement d'avoir une phase de test aussi longue que l'on souhaitait. Et cette phase de test, finalement, eh bien, on pouvait très bien la prolonger pendant plusieurs mois. Et si vraiment il n'y avait pas de réponse, on pouvait proposer aux patients à ce moment-là de retirer le stimulateur. Alors, les résultats viennent de sortir à 2 ans. Et vous voyez que les résultats sont tout à fait bons et sont même un peu supérieurs à ce que l'on retrouve dans la neuromodulation des racines sacrées et dans les différentes séries. Mais je pense que c'était simplement lié au fait que les patients étaient hyper sélectionnés. Donc, je pense que ça reste un traitement de neuromodulation des racines sacrées, mais avec un matériel qui semble tout à fait intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là en vous remerciant de votre écoute. Merci, Monsieur Lenormand, pour ce topo qui est si intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Lenormand. Je vous en prie. Merci beaucoup. On passe à un autre problème, c'est le problème des incontinences urinaires post-prostatectomie. Je vous laisse la parole, professeur Vincent Cardot, en vous remerciant d'avance. Très bien. Écoutez, merci à tous. Professeur Barclay, merci. Merci au modérateur. Merci à Loïc qui est mon maître à un moment. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, on ne va pas partir à la conclusion tout de suite. Hop là. Et je vais vous mettre... Voilà. Alors... merci bien de m'avoir invité pour parler de cette incontinence masculine d'effort après prostatectomie radicale. Mes conflits d'intérêts rapidement avec Astellas, Medtronic et Aspide. Et on en vient à ce que l'on disait tout à l'heure et l'introduction par le professeur Amari. Effectivement, vous avez une augmentation considérable du nombre opérés, puisque avec le dépistage, vous avez de plus en plus malheureusement d'incontinents. Le taux varie d'un taux de peu près de 5% à 48%. Pourquoi? Parce que la définition de l'incontinence n'est pas aussi simple que ça. Si aujourd'hui il y a une diminution du taux spécifique d'incontinence par malade, probablement car les techniques s'améliorent et heureusement puisque notre nombre d'opérations a augmenté. Alors il y a une grande variation des paramètres puisque
ça dépend comment vous faites cette définition. Est-ce que c'est un questionnaire validé? Est-ce que ça va être un interview par un enquêteur externe? Est-ce que c'est une réponse à un questionnaire postal à domicile, hein, comme beaucoup d'études le font? Ou est-ce que c'est une évaluation par le chirurgien? C'est Veil dans Séminaire Urologie Oncologique qui avait retrouvé, si vous voulez, que ce taux diminuait entre 13 et 65%, avec une différence entre ce que les patients décrivaient et ce que le chirurgien disait de plus de 20%. Est-ce que vous avez une garniture ou des fuites totalement exceptionnelles? Ça, c'est le stade 1. Est-ce que vous avez aucune garniture, mais quelques gouttes? Ou est-ce que vous avez de 0 à une garniture, ce qui est le stade 3? L'AICS disait que c'est une fuite involontaire d'urine objectivement démontrable et entraînant un problème social ou d'hygiène. Et vous avez l'AIKI en 2005 qui dit c'est une plainte de toute fuite involontaire d'urine. Vous voyez ici différentes études avec, et ce qui est intéressant, en fonction de la définition que je vous ai donnée, vous voyez que vous pouvez aller de 57% à 100% de continence. Donc, et c'est ce qui est intéressant dans toutes les études qu'il y a, qui sont proposées par ceux qui ont l'habitude. Vous voyez quand même des noms comme Rasweiler, comme des Harris, avec des séries sur un nombre assez impressionnant de malades randomisés. Et vous voyez que quand même, même là, ça dépend de la façon dont vous définissez l'incontinence. Alors en 2008, il y avait eu l'équipe de la Pitié qui avait ressorti, grâce à l'affût, une étude observationnelle, et vous retrouvez qu'au départ, vous aviez quasiment 50% d'incontinents, et puis finalement, on tombe à 30%, sur une série quand même qui est assez importante, puisque vous avez 797 patients, ce qui n'est pas négligeable. Figara, lui, dans le journal Urologie en 2012, sur une rétrospective de 6000 patients, vous aviez un taux qui variait, qui était environ de 4 à 31%, pour un taux moyen de 16% d'incontinence. Donc, ce taux d'incontinence est loin d'être négligeable. Alors, qu'est-ce que l'on sait? C'est ce que je viens de vous dire. Finalement, c'est plus fréquent que ne le rapportent les chirurgiens oncologues. Vous avez ici le Veil avec son étude en 2000, où vous aviez un taux qui affectait les patients jusqu'à 34% et des patients qui donnaient leur réponse avec uniquement le nombre de couches qu'ils portaient, et le chirurgien d'un côté qui disait quel est le taux d'incontinence. Vous voyez qu'il y avait une vraie différence. Le mécanisme, il est multifactoriel, et il y aura plusieurs options pour le traitement. La prédiction pour chaque individu est difficile en préopératoire. Les lésions du sphincter sont probablement le résultat de plusieurs facteurs, que ce soit une lésion musculaire, une lésion neurologique ou une lésion de vaisseau. Et n'oubliez pas, et je crois que ça c'est important, que les patients doivent être informés. Il y a Abkri dans Urologie interne en 2018 qui avait recensé le nombre de patients qui regrettaient de s'être fait opérer. Dans ce regret, vous aviez en termes, est-ce que j'ai reçu une explication complète et totale? Et dans les patients qui regrettaient d'avoir été opérés, seuls 14% estimaient avoir reçu une information totale. Donc vous voyez, on n'explique probablement pas bien. Dans les patients qui ne regrettaient pas, ils étaient à 40%. Donc vous voyez, les patients nous écoutent, mais peut-être que de temps en temps, il faut reprendre et leur dire attention, vous avez quand même un risque. Alors, quels sont les risques d'incontinence après prostatectomie et quelles sont les choses qui peuvent ressortir? L'âge du patient, ça c'est Novara dans le Journal of Urology, probablement parce que avec l'âge, il y a les facteurs de risque avec la taille de la prostate, des troubles mictionnels préexistants. Pour certains, ça ressort peut-être un petit peu moins, mais ça reste quand même chez l'ensemble des gens qui écrivent le facteur de risque. Le BMI, Voline, ça c'était dans 939 patients, vous aviez un facteur de risque qui était jusqu'à 26% supplémentaire, surtout à 1 an et chez les patients qui ne bougent absolument pas. L'antécédent de résection de prostate, ça a été trouvé en 84, c'est un peu vieux, mais cette étude, c'était dans le post-opératoire immédiat. Aujourd'hui, il semble que l'antécédent de résection de prostate n'ait pas véritablement d'influence, sauf que lorsque vous regardez les autres études, la conservation du col est un facteur de récupération assez rapide. Donc, si vous voulez,
Bon, en tout cas, ça ne ressort pas. L'existence de troubles mictionnels avant, oui. Ça, c'est Rodriguez, hein, dans une étude à 106 patients, il y en avait 74 qui avaient des troubles et il y avait un taux d'incontinence qui était un peu plus important. La longueur de l'urètre membraneux, on ne fait pas tous la longueur de l'urètre membraneux avec une IRM, mais clairement, hein, si vous avez un urètre supérieur à 12 mm, vous avez jusqu'à 89% de continence, inférieur, vous avez jusqu'à 77% d'incontinence. La taille de la prostate, 75-80 grammes, il semble que ce soit un cut-off. Ça, c'était Bosco dans le Journal Endourology, qui, sur des prostates opérées au robot, qui retrouvait que voilà, c'était la taille à partir de laquelle vous aviez un facteur de risque. Alors, d'autres facteurs de risque, le stade du cancer prostatique, là, c'est retrouvé par Lepore en 2004 et Young. Veil dit clairement pour lui que non. Aussi Catalona avec des grosses séries, hein, qui pour eux, il n'y a pas vraiment d'influence. Peut-être au départ, mais finalement, au bout d'un an, pas tant de retentissement que ça. La technique chirurgicale. Alors là, c'est un grand sujet. La technique chirurgicale, s'il y a une étude qui est intéressante, celle de Ficara dans l'Européenne en 2012, qui est quand même avec un bon niveau d'évidence, qui est la seule qui peut affirmer que le fait d'être opéré au robot est un facteur de risque pour une incontinence moindre. Enfin, c'est la seule. Les autres, non. Après, vous avez plein d'études qui sont monocentriques, rétrospectives, pour lesquelles vous allez avoir la conservation des bandelettes, faut-il conservation le col, le fait de garder ce qu'on appelle le pubo-sparring, avec, vous savez, cette idée de garder ces ligaments accrochés au pubis et qui serait un vrai facteur pronostic pour votre continence. La fameuse reconstruction du mur postérieur, ce qu'on appelle le Rocco Stitch, on a tous entendu parler du Rocco Stitch. Tout ça montre que vous avez une récupération de votre continence, mais il n'y a pas d'évidence pour dire que oui, ça fait que vous aurez moins d'incontinence. L'expérience de l'opérateur, oui, avec un cut-off à 500 procédures, ce qui commence à faire beaucoup. On a envie de dire de temps en temps quand même que si quelqu'un est bon et si vous avez une certaine, que vous êtes correctement chirurgien, au bout de 100 malades, ça marche, quoi. Puis il y en a certains, hein, vous pouvez leur mettre 500 malades opérés, ils n'y arriveront jamais. La radiothérapie, là c'est intéressant parce que soit vous faites la radiothérapie assez rapidement, votre radiothérapie de sauvetage, hein, de cancer de prostate, et on sait qu'inférieur à, si vous voulez, à 6 mois, ce sera clairement un facteur de risque pour de l'impériosité et de l'instabilité. Au-delà, vous aviez à l'époque Grise, Fontaine qui disait que non, ça n'avait pas vraiment de retentissement. Il y a une étude intéressante que j'ai ressortie de Nyaranga Dix, là, dans World Journal of Urology. Et là où elle est intéressante, cette étude, c'est qu'elle a un long terme à 5 ans. Et là, au bout de 5 ans, et quel que soit le moment où vous faites cette radiothérapie, c'est clairement un facteur de risque de dégradation de votre incontinence. Ce qui semble quand même un peu logique, puisque ça fige les choses. Alors, l'incontinence après prostatectomie radicale, est-ce que finalement, aujourd'hui, l'examen clinique peut prévoir une incontinence urinaire? La réponse est non. Il y a une étude de Gandalia dans le Journal of Urology en 2012 qui, en analyse multivariée, essayait de retrouver quelque chose. Et finalement, lorsque vous aviez une dysfonction érectile vraiment importante, c'était un facteur de risque pour une incontinence après. Bon, ouais, je ne sais pas trop quoi en faire. Est-ce que l'examen urodynamique pourrait nous apporter des facteurs pronostiques dans cette incontinence? Porena, lui, il avait fait une très belle étude, mais c'était plus pour étudier avant et après tous ces problèmes que vous pouvez avoir de vessie. Il y a Boriou qui, lui, a fait une étude intéressante qui était plus sur 58 patients et qui retrouvait que si vous aviez une pression de clôture inférieure à 50 et si vous retrouviez une diminution de votre compliance, c'est un facteur de risque. Bon, c'est la seule, il n'y en a pas assez. De toute façon, si on doit faire un bilan urodynamique avant chaque prostatectomie radicale, ça va commencer à être un petit peu compliqué. En tout cas, l'évolution dans le temps fait que vous aurez une certaine forme de stabilité de vos lésions vésicales, et puis ça vous permettra aussi de faire le point sur le plan carcinologique, ce qui est de toute façon très important.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en post-opératoire immédiat? Déjà, une bonne information, une bonne éducation de vos patients, hein, avec une information sur le muscle du périnée, leur fonctionnement, l'apprentissage d'exercices du périnée sans contraction des muscles abdominaux, travailler votre sphincter avec une analogie au sphincter anal. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à leur proposer des pénilex s'ils ont vraiment des incontinences importantes. Ça vous évitera d'avoir des patients qui ont des lésions de la peau qui sont des fois assez catastrophiques. Et puis, soyez patient parce que de toute façon, et vous le savez, le temps travaille pour vous. Que dire de la rééducation périnéo-sphinctérienne? Que de toute façon, ce n'est pas simple parce que les techniques sont non standardisées. Faut-il faire avec ou sans biofeedback? Ribeiro va vous dire que oui, d'autres vont vous dire que non. Il y aura probablement une différence maximum à 3 mois, mais beaucoup moins à 1 an, et que dans certaines études bien randomisées à 6 semaines et post à 6 mois, la différence a quand même tendance à diminuer. Est-ce que c'est intéressant de faire cette fois-ci une rééducation avant la prostatectomie? Écoutez, il y a des études qui, Burgio dit oui, hein, parce que vous avez une meilleure rééducation, en tout cas, vous récupérez probablement plus rapidement. Mais vous voyez, cette étude elle est intéressante parce que finalement, elle s'arrête à 6 mois et que si vous avez une différence à 6 mois, finalement, avec le temps et au bout d'1 an, ces différences s'estompent. Alors, est-ce que vous avez une dysfonction vésicale après la prostatectomie? La réponse est clairement oui. Perronnet a fait une revue là, dans Current Urology Report de 2018 où clairement, je pense qu'on ne comprend pas tout dans ces mécanismes. Est-ce que c'est de la dénervation, est-ce que c'est de l'inflammation, mais vous avez une vraie hyperactivité vésicale qui va de 15 à 37% quand même, mais qui va diminuer avec le temps. Et cette diminution tombe en général 10% à 8 mois. Vous aurez aussi une diminution de la contractilité avec une diminution de la compliance. Tout ça sont des facteurs qui vont jouer dans les suites de la prostatectomie radicale immédiatement pour entraîner, si vous voulez, aggraver éventuellement votre incontinence urinaire d'effort. Et le fait que ça s'améliore, c'est une bonne chose. Il y a aussi probablement, et c'est ce que disait Loïc tout à l'heure, et c'est intéressant, vous savez, cette instabilité qui est due au défect du tonus urétral, qui fait que vous avez cette petite goutte qui va là dans le début de l'urètre et qui entraîne cette fameuse instabilité pour laquelle on a en plus une instabilité à gérer. Alors, quel bilan de l'incontinence et pour qui? Je crois que la question la plus intéressante et principale, c'est la question numéro 5 de l'IQF qui demande aux patients finalement quelle est l'importance de votre gène. Je dis toujours, c'est ce qu'on appelle chez certains patients l'incontinence du golfeur. Et le patient qui est un mordu de golf, qui vient vous voir et qui pour lui, c'était insupportable parce qu'il a sa petite goutte là qu'il déconcentre quand il fait son swing et ça lui pourrit la vie. Et donc, finalement, ce n'est pas à nous de juger, c'est au patient qu'en revient le choix de ce qu'il veut. Et vous aurez des patients qui ont une incontinence assez importante et qui ne vous demanderont rien du tout, et d'autres, une incontinence que vous jugerez peut-être pour vous, peut-être pas si importante, mais eux seront demandeurs de quelque chose. Le calendrier missionnel, je pense que ça nous apporte énormément d'informations, ça c'est absolument indispensable. La question du pas de test, aujourd'hui, elle est réglée, il faut faire des pas de test. Entre court et long, il y avait une étude assez intéressante qui retrouvait, si vous voulez, il n'y a pas de différence entre le court et le long, sauf que vous aurez la définition de l'incontinence légère et moyenne assez facilement, mais dans le pas de test court, on peut se faire avoir avec de temps en temps des incontinences sévères qui ne seront pas forcément vues dans le pas de test court et qui seront plus facilement vues pour l'incontinence sévère. Moi, personnellement, je fais beaucoup de pas de test court, j'en fais 3, un à 9h, un à 12h, un à 17h, mais bon, mais j'en ai l'habitude, donc si vous avez moins l'habitude, je crois qu'il faut faire un pas de test long. Enfin, votre bilan il doit être fonctionnel, morphologique. Vous devez décrire les anomalies, les situer, les quantifier, et évidemment, ce sera associé à une évaluation carcinologique, car elle sera très importante. La place de l'endoscopie, elle est évidemment si vous avez une débimétrie anormale, si vous avez une radiothérapie, si vous avez des signes irritatifs, et si vous êtes en échec des traitements conservateurs. Vous recherchez une sténose, vous recherchez une vessie radique, une vessie fibreuse. Je rappelle qu'on arrive jusqu'à 6 à 8% de vessie fibreuse. Ce n'est pas fréquent, mais ça donne une vraie diminution de la compliance et c'est compliqué à gérer.
Et puis, vous pouvez avoir finalement une tumeur de vessie. Linder, dans son dernier, dans sa série de 2015, hein, Linder, c'est la série de la Mayo Clinic, hein, c'est 1000 patients, hein, donc c'est absolument linéaire, retrouvait jusqu'à 30% d'obstruction lorsqu'il prenait les gens en première intention. Donc, il recommandait de manière très importante cette endoscopie. Le bilan urodynamique, votre débimétrie, elle est indispensable. Vous avez besoin d'une débimétrie car vous aurez besoin de mesure de résidus et ça vous permettra d'éliminer, attention, une sténose significative de l'urètre. Alors, la cystoménométrie, vous avez un résumé qui est parfait par Jura et Comitaire, où ça vous donne un peu les grands axes de ce bilan urodynamique. Ça recherche une hyperactivité du détrusor, c'est important si vous avez des signes cliniques d'hyperactivité vésicale. Ça recherche un défaut de compliance vésicale, un contexte de radiothérapie, hein, neurologique, ou le piège d'ailleurs, où vous pouvez vous faire avoir avec une vessie défonctionnalisée. Et puis ça évalue aussi votre contractilité vésicale et l'éventuelle obstruction. C'est intéressant si vous avez une dysurie associée ou vous avez un contexte neurologique. Donc en recommandation, ça c'est la 5e consultation de l'incontinence, c'est 2013. En dessous, je vous ai mis la 2018, mais la 2018, c'est plus pour le traitement. Vous avez ce qu'il faut faire aujourd'hui, de l'interrogatoire à l'anamnèse, l'examen clinique, le CBU, la cytologie urinaire avec la mesure du résidu, le calendrier mictionnel, le pas de test, l'urétrocystoscopie et le bilan urodynamique. Tout ça étant évidemment en pré-chirurgical. Vous voyez que le comité des troubles mictionnels de l'homme en 2006 qui avait été fait retrouve exactement le même bilan. Alors le traitement chirurgical, on est là, c'est quand même 2 à 5% des patients qui auront une incontinence persistante malgré les traitements conservateurs. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je rappelle que dans le report de 2020 de Nelson, hein, qui reprenait l'ensemble des patients opérés en Floride, 29 000 patients opérés en Floride entre ces 2006 et 2015, hein, de prostatectomie radicale. Sur ces 29 000 patients, 1000 patients auront une procédure chirurgicale pour incontinence. Donc, ça commence à faire, et donc le choix du traitement va dépendre de la sévérité de l'incontinence et évidemment du choix du patient. Vous avez en tout cas 3 grands chapitres, soit vous ferez un sphincter, soit vous mettrez des bandelettes, soit vous montrez des ballons. Le bon système, le système pour le bon patient, ça va dépendre un petit peu de l'importance de votre continence, et grossièrement, j'ai le schéma, hein, plus l'incontinence est sévère, plus on va aller vers le sphincter, et plus l'incontinence est peu grave ou modérée, plus on pourra s'autoriser à faire des ballons ou une bandelette qui évite peut-être d'autres complications, celle du sphincter. Le traitement de référence est donc le sphincter. Le sphincter, c'est quoi finalement? C'est un système hydraulique, hein, qui vous permet de pomper, qui va remplir cette manchette, qui va vous permettre d'occlure votre urètre à une pression de 61-70 cm d'eau. Il faudra bien attendre parce que cette manchette se remplit passivement pendant 3 minutes, ce qui est le temps nécessaire pour une miction satisfaisante. Le modèle original, c'est quand même 1973, hein, c'était l'AMS 721, et c'était décrit par Scott en 1978 dans Urology Clinics en North America sur 34 patients avec 73% de bons résultats. C'est donc une prothèse hydraulique, c'est 3 pièces connectées qui sont fermées au repos. C'est ouvert et c'est contrôlé par le patient, ce qui a son importance parce que ça veut dire qu'il faut que votre patient soit capable de s'en servir. La désactivation, heureusement, est possible, c'est-à-dire que vous pourriez vous dire que oui, mais qu'est-ce que je fais si je mets un sphincter et que plus tard mon patient devient Alzheimer et ne sait plus s'en servir? Et vous le désactiverez, ce qui vous remettra dans l'état antérieur où le patient était. Le coût est assez élevé, hein, c'est quand même 5 à 6 000 euros, et c'est inscrit en TIPS en France. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que c'est remboursé. Ce qui n'est pas forcément le cas au Maroc, mais nous, on ne se pose pas trop de questions. À partir du moment où un patient doit bénéficier de ce traitement, il l'aura. L'implantation, elle est bulbaire chez l'homme, hein. Vous voyez qu'on fait le tour de l'urètre bulbaire. Il y a eu en 2003 un essai d'approche scrotale, hein, qui était des équipes bretonnes, et finalement le taux de succès était moins de 25%, et donc ça a été abandonné. Vous voyez ici la nécessité de passer dans cette zone-là, hein, que vous devez
vous situez entre l'urètre spongieux et le corps caverneux et le corps spongieux. Et la difficulté, c'est que l'urètre finalement a un angle dièdre et que cet angle dièdre, il faut que vous puissiez passer, faire le tour de votre urètre sans perforer et ce qu'on appelle toujours, on dit toujours, sous contrôle de la vue, ce qui évite toute lésion non vue et ce qui est un facteur d'érosion post-opératoire à court terme. Alors, une fois que vous en avez fait le tour, ça vous permet de mettre le mesureur. Ce mesureur va pouvoir vous permettre de mettre la taille exacte de la manchette, ce qui est très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'avant, on était limité avec une manchette dont la plus petite taille était 4 cm, et depuis 2010, on peut aller jusqu'à 3,5, ce qui est probablement aujourd'hui, je crois, une chance parce que ça diminue le risque d'atrophie post-opératoire. Le problème de ces manchettes 3,5, c'est que évidemment, ça arrive plutôt chez les patients qui ont de la radiothérapie ou des tout petits urètres, et on sait que manchettes de 3,5 plus radiothérapie ne font absolument pas bon ménage. Et donc, dans ces cas-là, on peut passer ce qu'on appelle à travers les corps caverneux, ce qui a un bon résultat, diminue le risque d'érosion et d'infection, à l'inconvénient évidemment de passer dans ces corps-là, et donc diminuera pour les patients leur qualité érectile. Alors, qu'en est-il de la revue des résultats? Bon, plus de 20 000 patients implantés dans le monde, plus de 2600 rapportés dans la littérature. Vous voyez dans cette étude de Rasch sur plus de 500 patients que la continence pleine est à 73% et les patients améliorés à 90%, avec un taux de révision de toute façon qui va jusqu'à 19%. Ce qui est intéressant, c'est la durabilité à 5 ans, avec les patients qui sont continents à plus de 80%. Le taux de global de la continence, vous voyez, 76 à 83%, patients complets, sans aucune protection. Suivi moyen jusqu'à 7 ans, vous avez 80% de patients guéris, c'est-à-dire inférieur à une protection. L'influence de la radiothérapie, évidemment, la radiothérapie a une influence, puisque vous voyez que pour certains, la continence sera quasiment la même, pour d'autres, non. On baissera ce taux de continence, puisque ici, vous avez soit 70% vs 89%, mais vous aurez surtout un taux de révision plus importante. Ça va ici 50% vs 20, et ici 38% vs 20. Grossièrement, c'était la série du Canadian Urologic Association en 2015, qui retrouvait un autre ratio à x4. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la radiothérapie, vous avez un risque de révision et de révision qui est x4. Les complications, l'érosion, en sachant qu'aujourd'hui que ces érosions c'est 7%, l'infection c'est 6%. L'infection, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Souvent, quand vous avez la chance de pouvoir envoyer le matériel à l'étude, c'est du staph. C'est probablement une faute technique, et malheureusement, à partir du moment où vous avez un début d'infection, vous êtes obligé de tout retirer. Et vous ne pouvez pas laisser un produit ou mettre sous antibiotiques, ça ne marche pas. L'atrophie urétrale, 6%, 2/3 des érosions apparaissent dans la première année. On peut clairement se poser la question de savoir si ces 2/3 ne font pas partie d'une faute technique, avec souvent une plaie de l'urètre lorsque vous faites le passage. Le taux de révision à 10 ans, c'est 30%, avec un indice de satisfaction à 90%, ce qui est quand même très intéressant. Ici, je vous ai repris là l'ensemble des grandes études, où vous voyez quand même que ce qui est intéressant, c'est que l'INDER, c'est 1082 patients, c'est absolument énorme, et vous voyez que si au départ, on avait un taux d'atrophie qui est à 14%, aujourd'hui, on a diminué à 8%. Ça, l'explication, elle est simple. Je pense que c'est probablement dû à l'apport de ces bandelettes de 3,5 qui a diminué le taux de nos atrophies post-opératoires et de la nécessité de reprise. Alors, il ne veut plus. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis bloqué. Bon, problème technique. Alors, excusez-moi, c'est reparti.
L'AMS, les complications, on reprend l'étude de Linder avec quels sont les facteurs de risque, en tout cas avant que vous mettiez un sphincter. Vous le voyez, un Odds ratio à 1,34 lorsque vous avez eu une radiothérapie. Très intéressant, lorsque vous avez mis avant une bandelette, vous voyez que cet Odds ratio monte à 1,4. Et ça, c'est important dans la prise en charge globale, parce qu'à partir du moment où vous déciderez de mettre une bandelette à un de vos patients, vous saurez que si malheureusement cette bandelette ne marche pas, ce qui est un risque, que vous aggravez le risque de ne pas d'avoir une complication supplémentaire sur votre sphincter. Et en fait, ensuite, la taille de la manchette, référence à ces manchettes qui étaient de 4, où on a dû les reprendre parce qu'on avait des atrophies du rétre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Finalement, le sphincter est le plus efficace dans la qualité des résultats et de la durée. Il y a un mais, un coût, une intervention chirurgicale avec des révisions, des explantations. 2/3 des malades n'ont aucune révision à 5 ans et le 3/4 sont porteurs à long terme de leur sphincter. Les limites, ça va être la dextérité du patient, la compréhension du patient, parce qu'il faut qu'il soit capable d'utiliser sa pompe, et l'obésité majeure, parce qu'ils ont du mal à accéder à leur pompe. Je dirais un mot pour le Maroc, parce que on a quand même mis un Zéphyr la dernière fois. Alors, un mot sur le Zéphyr, c'est quand même, ça date de 2006, c'est franco-suisse. Il y a une étude qui a été faite à l'époque, c'était Sterman, qui était sur 36 patients, 73% de bons résultats, à 6 mois. Et finalement, il y a une autre série là qui est sortie dans World Journal. Et alors là, c'est 14% de bons résultats à un an, avec 5. Donc malheureusement, si vous voulez, aujourd'hui, clairement, on ne recommande de ne pas mettre de Zéphyr. Donc passons maintenant au traitement autre que le sphincter, ce sont les ballons. Les ballons, c'est quoi? C'est une voie percutanée périnérale avec un suivi par urétroscopie et radioscopie. Le site de ponction il est sous-cutané, scrotal, avec un volume de 2 à 5 mm. Et quel est l'intérêt? C'est d'exercer une compression latérale, avec une technique qui aujourd'hui est évaluée à moyen terme. Alors, vous avez l'aiguille, vous avez surtout le trocar qui va pouvoir vous permettre de perforer, ce qui vous permettra de glisser le ballon. Ce glisson est relié par tube à un port en titane qui nous permettra de gonfler à travers la peau ce ballon dans un deuxième temps. Vous avez aussi une chambre d'expansion. Ces chambres d'expansion étaient assez utilisées lorsque vous avez des patients qui avaient de la radiothérapie pour pouvoir créer une loge, mais on se rend compte aujourd'hui que finalement, là aussi, la radiothérapie ne fait pas du tout bon ménage avec les ballons, et donc aujourd'hui, on ne recommande pas de mettre des ballons lorsque vous avez de la radiothérapie. Alors vous voyez qu'on va perforer le plancher périnéal. Il faudra bien retenir votre geste pour éviter de transpercer tout et d'aller jusque dans la vessie, ce qui n'est pas le but. Si vous perforez la vessie, on est un petit peu embêté, on ne peut plus mettre les ballons. Vous visualisez en relâchant justement ce ballon. Avant, on était obligé d'utiliser, alors vous glissez le ballon jusque au niveau du col, et il n'y avait pas de vision endoscopique, sauf que Loïc avait pour technique utilisé justement le fibroscope et pas le cystoscope, et de manière en rétrovision, regarder jusqu'où il mettait son ballon. C'est assez intéressant parce que ça permettait vraiment de bien poser ce ballon en latéraux juste derrière le col, avec probablement des meilleurs résultats que lorsqu'on utilisait la cystoscopie. Le gonflage, il est 2 à 5 mm. Vous voyez bien qu'il vous faut une troisième main là, car il faut, au moment où vous gonflez, pour pas que ça bouge, qu'il y ait une main supplémentaire. Il faut contrôler évidemment l'absence de plaie après la mise en place de ce ballon, et on gonfle cela avec un mélange isotonique et avec du produit de contraste pour savoir exactement où l'on est. Les ballons seront après mis en sous-cutané, c'est la connectique qui sera là avec le port en titane pour pouvoir le gonfler facilement en consultation. Vous voyez donc l'intérêt de faire ce gonflement pour faire un écrasement latéral de l'urètre et obtenir une bonne coaptation et une diminution des fuites.
Les grandes règles, elles sont là. Il faut que les ballons s'opposent. Il faut vraiment traverser ce diagramme urogénital, ce qui n'est pas toujours facile parce que lorsque vous le traversez, il y a toujours un espèce d'effet rebond. Le gonflage au départ, il est minimal. Pourquoi je dis ça? C'est parce que au départ, ils avaient toujours tout de suite tendance à gonfler à 2 et 5. Et ça expliquait peut-être au départ une certaine forme d'érosion et avec des pores facilement accessibles. Hübner, première série, 117 patients, les ballons étaient introduits à peu près en 2001, avec un taux satisfaisant à 60%, avec des complications de perforation et des complications de révision dans plus de 25% des cas, ce qui a probablement limité un tout petit peu la diffusion large de la technique, parce qu'avec un taux de révision à 25%, avec un coût de ballons aux environs de 1 000 €, obligatoirement, il fallait pouvoir supporter la charge financière. Alors, Rouprey, lui, dans celle de la Pitié, avait 128 patients et obtenait à peu près les mêmes résultats avec un taux de satisfaction à 68%. Alors, dans cette étude, ce qui était intéressant, c'était que dans l'étude de la Pitié, vous aviez un peu plus de 25% de patients qui avaient de la radiothérapie. Et dans ces patients qui avaient la radiothérapie, vous aviez un échec à plus de 50%, 55%. Et donc, rapidement, l'idée de mettre des ballons chez les patients qui avaient de la radiothérapie a été arrêtée. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une technique faisable. Le meilleur résultat avec l'expérience de l'opérateur, mais ça, c'est un peu pour toute chirurgie, finalement. C'est une technique comparable en termes de résultats à la bandelette. Peut-être moins de succès, niveau de preuve 3 sur les études et un grade de recommandation D. Je vous ai mis une étude qui était très intéressante, qui m'a plu parce que c'était 112 implants. Il y avait certes 56% de réimplantation, mais sur ces 56% de réimplantation, vous aviez 86% de succès. Et là où c'est intéressant, c'est que l'implantation d'un ballon, c'est simple et c'est pas compliqué et c'est parfaitement réversible. Et en termes de reprise, une reprise de bandelette, on sait que c'est toujours beaucoup plus compliqué. Alors, on y vient, transition sur les bandelettes. Les bandelettes, ça existe depuis assez longtemps, puisque c'est Berry en 61, ensuite Kaufmann en 70, et puis ça a abouti finalement sur le fameux Invance, qui a été développé en 2002, avec un ancrage osseux, ce qui fait partie des choses qui a été abandonné, puisque l'ancrage osseux, c'était pas terrible, notamment en termes de douleur. Alors, le mécanisme d'action de la bandelette, elle est positionnée au niveau de la partie proximale du bulbe. Ça permet une mise en tension de cette bandelette, ce qui élève la partie dorsale du sphincter externe et ce qui apporte vraiment un soutien. C'est un repositionnement qui entraîne une coaptation circonférentielle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la force de la bandelette, ça s'applique parallèlement et ça évite un système compressif avec une force dans la lumière. Le problème, c'est qu'il y a trop de bandelettes différentes. Je vous ai mis, il y a l'Advance, il y a l'XP, la TOMS, l'Istop, la Virtue. Là, c'était la 4 bras, dont d'ailleurs une dernière étude a dit qu'il fallait abandonner parce qu'il y avait trop de douleurs et trop de complications. Il y a les bandelettes ajustables avec la TOMS, la Virtue, la Remex. Il y a des moyens de fixation qui sont différents. Vous ancrez sur l'os, vous êtes en transobturateur, vous êtes en suspubien. Bon, finalement, ça nécessite quand même une meilleure évaluation d'une seule bandelette qui serait stable. On en a quand même, il ne faut pas exagérer, la bandelette qui a le plus de recul, c'est la bandelette Advance. Taux de réussite global, vous êtes entre 50% et 80%. Vous avez un taux de rétention transitoire qui va de 3 à 23%, mais qui diminue, si vous voulez, au bout de 12 semaines. Les taux de complications, c'est souvent les douleurs, mais ça va plus de 10% et ça disparaît avec le temps. Et les complications graves qui nécessitent l'ablation de la bandelette, c'est décrit que dans 1% des cas. Probablement un peu plus. Je rappelle quand même que toutes les bandelettes, et on les voit chez les femmes, toutes ces bandelettes qu'on a retirées, moi je reste un peu plus prudent avec les bandelettes parce que probablement d'expérience d'en avoir enlevé suffisamment chez les femmes me font dire que le jour où on devra enlever une bandelette chez l'homme dans un urètre, ce sera cette fois-ci, je pense, très compliqué. Alors, quelle technique pour quel patient? Aujourd'hui, vous n'avez pas d'algorithme publié à ce jour. Il y a beaucoup de facteurs inconnus pour le meilleur choix du traitement, entre l'âge, les facteurs locaux, la sévérité de l'incontinence.
En post-radiothérapie, vraisemblablement, l'AMS semble le traitement le plus approprié. En cas d'échec d'AMS, et si vous ne pouvez pas réimplanter d'AMS, ben là, je pense que en tout cas, les ballons et les bandelettes doivent être largement discutés. En cas de mauvaise ou d'absence de dextérité, ou alors quelqu'un qui a un surpoids trop important, je pense que de fait, vous devez peut-être vous rabattre sur les ballons ou sur les bandelettes. Que finalement, aujourd'hui, l'AMS reste le gold standard avec des données à long terme, mais les ballons et les bandelettes sont des traitements qui sont prometteurs et il manque probablement encore de publications de série à long terme, à moyen terme. Donc, qu'est-ce qu'il y a en conclusion? L'incontinence aujourd'hui chez l'homme peut être aujourd'hui parfaitement gérée, sous couvert quand même d'un bilan bien prudent du bas appareil. Plusieurs traitements peuvent être proposés aux patients. Les urologues, en tout cas, nous devons pouvoir proposer l'ensemble des traitements que l'on a. Le choix sera pris sur une analyse individuelle du dossier et sur le choix du patient. Et je vous rappellerai qu'aucun patient n'est obligé d'être opéré, mais qu'aucune incontinence urinaire d'effort ne disparaîtra spontanément. Je vous remercie. Très bien. Merci, professeur Vincent Cardo, de cet excellent exposé. Pour M. Louic. Oui. Louic, pour les anticholinergiques, il y a des questions qui ont été posées sur la résistance. Donc, à un certain moment, on voit que les anticholinergiques ne sont plus efficaces. Et donc, comment on peut définir donc, cette hyperactivité réfractaire, la durée, et comment on va la définir? Alors, il faut premièrement que l'anticholinergique soit pris au moins pour 3 mois. Effectivement, oui. Sauf en cas d'intolérance majeure. C'est-à-dire qu'effectivement, si le médicament n'est pas du tout bien supporté, raison aussi pour laquelle il est préférable d'avoir des doses croissantes et ne pas commencer à des doses fortes d'emblée pour améliorer cette tolérance, et notamment la sécheresse de la bouche qui est quand même l'effet secondaire qui est le plus souvent noté. Si au bout de 3 mois, il n'y a strictement aucune efficacité d'un traitement qui a été bien conduit, voire pour lequel la dose a été augmentée, on parle effectivement à ce moment-là d'hyperactivité réfractaire aux anticholinergiques. Ce que j'ai essayé de vous présenter, c'est de montrer aussi qu'il y avait d'autres alternatives et peut-être même à essayer avant les anticholinergiques. Je ne sais pas si au Maroc, vous utilisez beaucoup la stimulation tibiale postérieure. Alors, pour la stimulation tibiale postérieure, on l'utilise beaucoup dans le service. On était les premiers promoteurs de cette stimulation, chose qu'on avait déjà présentée à l'AIUE il y a quelques années à Boston. C'est vrai, on était plus ou moins satisfaits, mais on n'est plus satisfait. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Cardo. On essaie de l'associer aux anticholinergiques. Je vois que la stimulation tibiale postérieure que nous utilisons ici chez nous, c'est par voie, non pas par voie percutanée, mais par voie, disons, par patch. Et nous l'utilisons, au lieu d'utiliser 30 minutes, nous utilisons un quart d'heure, mais chaque jour, 20 séances. Puis après, on rappelle les patients pour évaluer par questionnaire l'efficacité. Mais souvent, on associe les deux, c'est-à-dire la stimulation tibiale postérieure avec les anticholinergiques. Et de façon progressive, on commence par des petites doses d'oxybutynin. Et vous essayez quand même d'abord en monothérapie, vous associez d'emblée les anticholinergiques avec les stimulations tibiales? Généralement, ce sont des malades à qui on a prescrit l'oxybutynin, qui ne sont pas satisfaits du résultat, et on essaie d'associer la stimulation tibiale postérieure avant disons, de discuter éventuellement la neuromédiation sacrée. D'accord. En fait, si vous avez accès à la solifénacine, quand même la solifénacine est beaucoup plus pratique à utiliser que l'oxybutynin. L'oxybutynin peut avoir un intérêt chez les patients, je dirais, qui ont des hyperactivités vésicales qui sont liées aussi à des moments particuliers dans la journée, ou que s'ils veulent sortir, par exemple, avant d'aller au cinéma, par exemple, et de ne pas être embêtés, ils peuvent prendre à ce moment-là l'oxybutynin juste avant, parce que la demi-vie est plus courte, mais la durée d'action est beaucoup plus rapide au départ, alors que la solifénacine, on a un traitement qui est beaucoup plus de longue durée, donc c'est plutôt un traitement à long cours. Donc voilà un peu moi
les modalités dans lesquelles j'utilise ce type d'anticholinergique. Il y a, on ouvre une parenthèse, c'est la prescription d'anticholinergiques chez les sujets âgés. Oui. Qui ont des troubles cognitifs. Souvent, on a peur de prescrire les anticholinergiques, mais on préfère prescrire en monothérapie la stimulation tibiale postérieure qui est souvent mieux acceptée. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Sachant que chez nous, nous n'avons ni l'autoviase, ni le trospiron. Nous ne l'avons pas ici chez nous. Voilà, vous n'avez pas accès au j'imagine, le Mirabegron, vous n'avez pas accès non plus. Si, c'est le Mirabegron, il sera commercialisé pour bientôt, ici chez nous. Donc ça peut avoir un intérêt chez les patients âgés. Chez les sujets, oui. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez déjà utilisé le Vibigran? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Pas encore. Et le problème de ces nouvelles molécules, c'est qu'ils ne sont jamais comparées entre elles. C'est-à-dire que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une étude comparative Mirabegron versus Vibegron. Oui. Malheureusement, c'est toujours la même chose, on n'a jamais ces études-là. Mais le Vibegron, il est quand même, on l'avait, disons, essayé, mais avec un autre bras qui avait utilisé la toltérodine. Mais également un autre produit, j'ai trouvé dans la littérature, qui s'appelle l'imidafiracine. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oui, c'est ça. Oui. Mais il paraît que l'imidafiracine, il est mieux d'ailleurs que sulfenacine. Mais pour le Vibegron, il paraît que c'est beaucoup plus, disons, accepté et mieux, disons, il y a moins d'effets indésirables que les autres anticholinergiques. Surtout en termes de sécheresse de la bouche et de constipation. Et pour les autres effets indésirables, il paraît que c'est la même chose. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, Vincent. Moi, j'adore le Mirabegron parce que je trouve que voilà, la grosse plainte quand même de tous ces anticholinergiques, c'est la bouche sèche et la constipation. Alors, on est très surpris de temps en temps d'avoir des patients à qui vous donnez le traitement et qui vont très bien supporter, et d'autres où ça va être une catastrophe alors qu'il n'y a pas plus de facteurs de risque. Il y a probablement ce que disait Loïc, il faudrait refaire l'ensemble des médicaments qu'ils ont pour voir la charge anticholinergique qu'ils ont, et je suis certain que ça a une importance. Mais c'est vrai que moi, je passe pas mon temps à regarder l'ensemble des médicaments qu'ils ont pour voir la charge cholinergique qu'ils ont. Je suis d'accord et je plaide coupable, c'est une erreur. Mais c'est évident que dans la pratique quotidienne, oui, que ce soit le Vesicaire, l'Autoviase, etc., on donne et puis on regarde bien ce qui se passe. Et c'est vrai que dans la pratique courante, parce que on est probablement plus feignant que vous, on fait la neurostimulation après. Mais vous avez raison sur l'idée que la neurostimulation devrait être, en tout cas externe, percutanée, devrait être faite immédiatement. Alors moi j'ai une question pour Loïc, et ça c'est intéressant, parce que j'ai pas vu, est-ce qu'il y a des comparatifs neurostimulation percutanée et neurostimulation tibiale, on en est où? C'est ce que j'ai montré là, il y avait une étude randomisée entre les deux, il n'y a pas de différence. Oui, non, mais percutanée, neuromodulation percutanée. De neuromodulation des racines sacrées. Non, je n'ai pas vu d'études là-dessus. D'accord. Entre sacré et la percutanée, ce serait intéressant parce que on a tous, de temps en temps, on fait une neuromodulation, on est très content que ça ne marche pas et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Mais bon, ceci dit, je pense que le fait que justement il y ait des succès qui sont quasiment identiques à ce que l'on trouve dans une population réfractaire standard, de ceux qui ont été en échec de stimulation tibiale postérieure, montre bien qu'on c'est pas forcément les mêmes patients. Oui. D'accord. Alors pour la toxine botulique du professeur Loïc Normand, donc je pense que l'hyperactivité vésicale, il garde quand même des mystères. Parce que la plupart des médicaments qu'on développe actuellement, ce sont des antimuscariniques. Ça agit uniquement sur la cellule musculaire. Alors qu'il y a quand même, comme il l'a mentionné d'ailleurs dans la physiopathologie de l'hyperactivité vésicale, il y a l'urothélium, il y a le sous-urothélium, il y a le signal sensitif, il y a la transduction du signal, le rôle des myofibroblastes. Tout ça, ça reste des questions qui sont suspendues. Et donc, tant qu'on n'a pas encore découvert tout le mystère de l'hyperactivité vésicale, commençons par la définition. Tout d'abord, est-ce que c'est un syndrome? Est-ce que c'est une seule maladie? Est-ce que c'est un ensemble de maladies en fait? Donc, on ne fait que traiter les conséquences de l'anomalie de l'appareil urinaire qui est les signes d'hyperactivité vésicale.
Et donc, il n'y a en fin de compte que les antimuscariniques. Cependant, et là je reviens à la question du professeur Amr, concernant l'oxybutynin, oui, c'est parmi les premières molécules. Il a beaucoup d'effets indésirables. Avec le vieillissement de la population qui tolère mal donc, ces anticholinergiques de première génération, on a tendance à prescrire les anticholinergiques de génération plus avancée. Concernant, c'est en fait l'âge avancé et la polymédication ou la polypharmacie, donc qui doit normalement nous contraindre à prescrire l'une ou l'autre génération. Donc, concernant le mirabegron, il y a aussi des cousins du mirabegron, le vibegron, le solabegron aussi, j'ai entendu parler dans un article canadien, et apparemment il est en phase 3 de comparaison avec le mirabegron. Le mirabegron, le principal effet secondaire qu'il donne, c'est surtout l'hypertension artérielle et les troubles de rythme cardiaque. Et ça, c'est très embêtant parce que ça interfère avec, surtout chez le sujet âgé, avec les problèmes cardiaques qui sont souvent associés comme comorbidité. Ça cause vraiment un problème. Et apparemment, les cousins du mirabegron, le virabegron et le solabegron, peut-être, ils répondent à cette question. Mais ça reste toujours quelque chose de limité à la cellule musculaire lisse. Il n'y a pas vraiment de compréhension de l'hyperactivité vésicale dans la genèse de l'hyperactivité vésicale pour répondre donc, à la solution qui correspond à chaque patient. Non, je suis d'accord avec vous, c'est un peu ce que je disais à l'introduction de mon topo, c'est-à-dire que les causes de l'hyperactivité vésicale sont effectivement multiples et la voie d'avenir, c'est essayer de trouver des traitements qui soient beaucoup plus ciblés en fonction de la physiopathologie qu'on aura évoquée chez un patient. Ce qui explique d'ailleurs qu'actuellement, on préfère mettre la stimulation tibiale postérieure plutôt justement en première ligne, parce qu'il y a effectivement, à mon avis, beaucoup de causes qui sont hors de l'urothélium et du muscle vésical lui-même. Du mode d'action de la stimulation du nerf tibial postérieur, quel que soit le mode, la percutanée ou la transcutanée. Oui. Je pense que c'est un cousin un peu germain de la neuromodulation des racines sacrées. De toute façon, on va agir sur l'afférence vésicale, même s'il y a quelques articles qui montrent qu'on peut avoir des effets d'inhibition locale, c'est surtout quand même manifestement au niveau de l'intégration de la sensibilité au niveau cortical que l'on va agir. C'est un peu, moi je fais souvent un analogue avec le traitement de la douleur. Quand on utilise finalement du TENS pour le traitement de la douleur, on va en fait traiter, on va agir sur le get control en fait de cette sensibilité vésicale et je pense que c'est par cet intermédiaire que ça fonctionne. Et pour les doses, est-ce que des doses progressives diminuent les effets secondaires des anticholinergiques? Oui. Oui, si vous mettez une dose de charge trop importante d'emblée, en général, vous avez des effets secondaires qui sont importants. Et donc, il faut toujours commencer par des doses progressives, effectivement, d'anticholinergiques. Mais donc, à ce moment-là, si vous utilisez l'oxybutynin ou vous utilisez la toltérodine? Alors, non, vous pouvez très bien progresser 3 fois 2,5 mg. Moi, je préfère augmenter le nombre de prises de l'oxybutynin. Pour le vésicaire, c'est ça? Le vésicaire, vous commencez. L'oxybutynin. Pour l'oxybutynin, vous commencez à 3 fois 2,5 mg, c'est-à-dire 3 fois 1,5 comprimé par jour, que vous augmentez éventuellement progressivement et en fonction de la symptomatologie. À la limite, je préfère même que les gens en prennent 4 fois par jour, parce que vous avez une demi-vie qui est courte. Et ça vous limite les effets secondaires. Par contre, sur la solifénacine, commencez à 5 mg par jour, et puis au bout d'un mois, au minimum, vous pouvez, si c'est insuffisant, monter à 10 mg par jour. Toxine botulique, moi j'ai une question. Alors, du moment où on est dans les hyperactivités vésicales non neurogènes, généralement vous prescrivez la toxine botulique pour les gens qui n'ont pas bien répondu aux anticholinergiques. Oui. Et à ce moment-là, vous commencez par des petites doses, c'est-à-dire les 50, les 100? Les 50. L'AMM en France, c'est 50 unités. Ouais. 50 unités. Et vous n'avez jamais utilisé du Dysport? Alors, j'ai jamais utilisé du Dysport dans l'hyperactivité vésicale idiopathique.
j'ai utilisé du Dysport chez le neurologique dans les cas d'échec, d'échappement en fait au Botox, où on récupère quelques patients. Mais en général, quand ils commencent à être réfractaires dans la population neurologique, ça sent pas bon et en général, on s'oriente vers l'entérocystoplastie à plus ou moins long terme. Si les sports, vous utilisez les 500 unités. Alors, le problème, c'est que vous n'avez pas d'équivalence. Mais en gros, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que par rapport aux 200, 2 à 300 unités Botox, vous êtes à peu près à 500 unités Dysport. Je vous demande, est-ce que vous avez un commentaire concernant le nombre d'injections? Alors, l'AMM chez nous, c'est 30 injections quand on utilise 200 unités chez le neurologique et c'est 10 injections de 50 ou 100 unités chez le non neurologique. D'accord. Et c'est alors pourquoi, j'en sais rien du tout. C'est l'AMM qui est faite comme ça. Vous avez en fait une dilution dans 10 millilitres dans l'hyperactivité idiopathique alors que vous avez une dilution sur 30 millilitres dans les vessies neurologiques. D'accord. Une autre question, est-ce que l'association anticholinergique et mirabican est possible? Oui, tout à fait. Il y a même des études qui ont été faites dessus qui montrent qu'il y a un effet un peu synergique. On a une amélioration en fait, on a un meilleur résultat sur l'association des deux que sur l'un ou l'autre. C'est l'étude Pilar qui a fait ça. Donc c'est tout à fait possible d'associer les deux. Est-ce que c'est permis d'associer deux anticholinergiques? C'est permis, ça se fait. Après, c'est toujours pareil, c'est une dose de charge qui est importante voilà. et ça majore les effets indésirables, quoi. Exactement. Mais c'est peut-être des fois mieux de mettre deux anticholinergiques plutôt que moins un anticholinergique sans avoir vérifié l'ensemble des autres médicaments et qu'ils aient déjà une autre dose de charge très importante. D'accord. Moi, je voulais vous poser une question. Quel est votre sentiment? Parce qu'il m'arrive de prescrire en même temps sur la même ordonnance un anticholinergique avec un laxatif pour éviter la prise en charge des troubles anorectaux fait partie de la prise en charge de l'hyperactivité vésicale, donc c'est tout à fait bien. Très bien. Donc, une autre question, est-ce qu'il y a une place dans le traitement de l'énurésie chez l'enfant par la stimulation tibiale? Alors, ce qui a été fait dans les études, c'est pas le traitement de l'énurésie, c'est le traitement de l'immaturité vésicale. Donc, c'est surtout sur les urgenturies, les fuites nocturnes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En fait, l'immaturité vésicale, c'est une hyperactivité détrusorienne de l'enfant. L'énurésie, ce sont des mécanismes qui sont différents. Personnellement, j'ai utilisé quand même quelquefois la stimulation tibiale postérieure pour des énurésies chez des enfants assez grands. J'ai pas suffisamment de cas pour vous dire que c'est vraiment efficace. Et puis c'est toujours très compliqué d'avoir des résultats sur l'énurésie dont on sait très bien qu'il y a 10% de guérison spontanée sans rien faire par an. Donc très bien. Après, il y a des questions pour Vincent. Ouais. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que la laparoscopie fait bien dans la prévention de l'incontinence urinaire ou pas? Il n'y a aucune étude satisfaisante là-dessus. Donc, vous pouvez compiler, c'est chacun, il va de son étude en disant, moi, je fais sous Célio et je suis le meilleur et j'ai pas d'incontinent. Celui qui fait sous robot, il dit, moi, je fais bien et j'ai pas d'incontinent. Celui qui fait à ciel ouvert, il dit, moi, je fais bien et je suis incontinent. Et puis, moi, je suis en bout de chaîne et je récupère les incontinents et j'ai pas ces sphincters. Donc, en fait, non, je pense que l'on fait tous les jours mieux et que grâce à la Célio, grâce au robot, grâce à la meilleure compréhension de l'anatomie, ce qui est bien dans ces histoires, c'est que on fait progresser les choses. Mais c'est toujours pareil. Si vous opérez quelqu'un qui fait 130 kilos avec un rostre pubien et que vous êtes tout au fond, vous savez très bien que pour votre anastomose, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps et que s'il y a 1 centimètre d'écart, voilà, il y a 1 centimètre d'écart, c'est pas bien. C'est là où probablement que la cellule ou le robot ont un avantage, c'est-à-dire qu'ils vont là où on n'arrive pas à aller, ça c'est certain. Maintenant, on sait tous, et à Nantes, il y avait quand même Barret et Chauveau qui faisaient à ciel ouvert des choses absolument à 4 mains, absolument extraordinaires. Donc, je crois que on fait mieux, et certainement aujourd'hui, grâce à la diffusion de ce que l'on voit, ce que vous voyez pas les autres, parce qu'aujourd'hui, vous voyez sur l'écran ce que personne, j'étais assez confidentiel, la chirurgie de prostate avant, donc je crois qu'on fait mieux. Mais effectivement, il n'y a aucune étude satisfaisante pouvant démontrer que l'un ou l'autre fait mieux.
Après, je vous ai montré tous les éléments qui sont la reconstruction du mur postérieur, le fameux Rocco Stitch, la préservation des pubots, etc. Bon, c'est toujours pareil, c'est les mêmes qui parlent à chaque fois au même congrès, qui présentent leurs mêmes études et qui disent « j'ai pas d'incontinent ». Bon. Bien. Leur technique quand même pour en avoir encore moins après. Une autre question, est-ce que l'association prothèse pénienne et AMS 800 est possible? L'association est possible. Moi, je la fais pas parce que je fais pas de prothèse pénienne. Donc, alors il y en a qui le font. Je dois avouer que j'ai pas regardé du tout la littérature sur l'association des deux. Je sais pas si Loïc, tu as fait les deux en même temps, parce que chez les neurologiques, on peut faire les deux aussi. J'ai pas fait les deux en même temps, mais j'ai implanté des sphincters artificiels chez des gens qui avaient des prothèses péniennes. Ça se passe pas très bien. Ouais. C'est toujours pareil, quand vous multipliez le nombre de prothèses, vous multipliez le risque. Et déjà, rien que le fait que vous ayez une bandelette sous-urétrale avant la mise en place d'un sphincter, je vous ai montré que c'est un autre ratio fois 1,4. Il était important cet autre ratio. Donc vous vous doutez bien que dès qu'on va multiplier les éléments, c'est un facteur de risque de complication. S'il vous plaît, professeur Vincent, si on parle de traitement de rattrapage, ça vous arrive de poser des bandelettes sous-urétrales et puis ça ne marche pas. Est-ce que c'est possible de mettre un sphincter artificiel par la suite? Parfaitement, c'est possible. Mais là où c'est ce que j'ai dit, et c'est là où c'est pas facile, c'est là où je suis d'accord où c'est pas facile, c'est parce que d'abord, il n'y a pas que vous, il y a le patient. De temps en temps, vous arrivez et vous dites au patient, je vais vous mettre un sphincter, il part en courant. Il a l'impression qu'on va lui mettre quelque chose de totalement dingue. Alors, je change maintenant, je dis pas que je vais vous mettre un sphincter, je vous dis, je vais vous mettre une manchette. Et ça passe beaucoup mieux que ce sphincter artificiel. Je vais vous mettre une manchette qui va faire le tour de votre urètre et vous verrez, ça marche très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais alors, quand vous leur dites manchette, ça passe. Quand vous dites sphincter artificiel, il y a les cheveux qui se dressent un peu. Oui, on n'a pas le choix. Et je pense que malheureusement, et je me suis fait avoir avec en me disant, ouais, je vais mettre ma bandelette, je suis content. Et puis finalement, non, au bout d'un moment. Et ce qui est intéressant, c'est à long terme, à 5 ans, on voit bien que les bandelettes quand même diminuent en termes de qualité de résultat. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde est content, on est à 70-80% de bons résultats. Puis petit à petit, ce taux et ce qui nous manque, c'est le long terme. Et c'est pareil dans les études, vous regardez, c'est toujours les mêmes. C'est Boer, c'est les promoteurs des bandelettes décrivent des bandelettes et ils sont très contents des bandelettes. Je pense que ce qui moi m'intéresse dans la bandelette, si je vous dirais, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est celui qui a une vraie mobilité, c'est l'incontinence du golfeur, ce patient qui est gêné et qui a cette petite goutte. Là, je crois qu'à partir du moment où vous avez une incontinence qui est plus importante, et c'est là où ça va être difficile, c'est quelle est une incontinence importante? Est-ce que c'est modéré plus ou ça dépend de son activité, etc. Et essayez de ne pas se faire avoir. Maintenant, si vous êtes fait avoir et que vous avez posé une bandelette et qu'il faut mettre un sphincter, vous le faites. C'est parfaitement faisable. Il faut juste faire attention de bien se mettre un peu, pas au même endroit, quoi. Et à distance au moins, pour éviter l'érosion de la bandelette sur le sphincter. Une autre question. En cas d'incontinence urinaire d'effort après prostatectomie avec récidive locale, vous préférez mettre le sphincter avant ou après la radiothérapie? Après, parce que de toute façon, l'urgence, ça va être de traiter son cancer. Donc, vous faites le traitement de son cancer, vous faites la radiothérapie, et puis après, vous voyez ce qu'il en reste. Parce que peut-être qu'après la radiothérapie, ce qui gênera le plus le patient, c'est son instabilité vésicale. Et peut-être que vous aurez une sténose de l'anastomose que vous avez faite, parce que vous savez que la radiothérapie peut favoriser une sténose de l'anastomose que vous avez faite au niveau du col, et que vous devrez gérer cette sténose avant de gérer soit un sphincter, soit une bandelette, soit quoi que ce soit. Donc, je préfère passer en dernier. Très bien. Si on arrive au stade d'agrandissement vésical pour hyperactivité vésicale, quel agrandissement vous préférez? Monsieur Luic. Oui, alors d'abord c'est très rare que dans mon expérience, ça a été quand même assez exceptionnel que pour une hyperactivité vésicale, on fasse une entérocystoplastie, ça peut arriver. S'il faut faire une entérocystoplastie, il faut faire une cystectomie supratrigonale avec. Ça c'est important, c'est le muscle vésical en général, ce sont des grosses hyperactivités détrusoriennes, donc il faut enlever le muscle qui se contracte.
Et après, on utilise de l'idéon, on fait une entérocystoplastie tout à fait conventionnelle, mais avec une cystectomie supratrigonale. Très bien. Si Vincent, tu es d'accord avec ça? Oui, bah, c'est ce qu'on fait chez le neurologique. Oui, en plus, oui. On fait la même chose chez le neurologique que chez le patient. Enfin, moi, j'en ai jamais fait sur hyperactivité. Moi, j'en ai fait, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Oui, oui. Par contre, j'ai fait un briquaire. Oui. Oui. Il y a un moment où... Donc, je voudrais, s'il vous plaît, poser une question pour le professeur Loïc. C'est concernant une situation qui est assez fréquente en pratique quotidienne. Une hyperactivité vésicale associée à une obstruction sous-vésicale, surtout chez l'homme. Donc, on donne d'habitude un traitement médical pour l'obstruction. Ça peut améliorer les paramètres, donc les paramètres urinaires, le débit urinaire et tout, mais il persiste quand même des signes irritatifs de l'hyperactivité vésicale. Est-ce qu'on peut à ce moment-là, est-ce que vous donnez des anticholinergiques et quelle famille d'anticholinergiques au début ou bien par la suite s'il persiste des signes? Non, alors ça c'est un peu les nouveautés, c'est qu'actuellement on sait que l'hyperactivité vésicale peut très bien être traitée par des anticholinergiques chez l'homme, y compris dans, je dirais, une pathologie prostatique. Alors il ne faut pas, bien sûr, qu'il soit déjà en rétention chronique, hein, ça c'est évident, mais le risque de rétention finalement chez ces patients-là, il est très limité. Donc vous pouvez très bien leur donner de la solifénacine ou voire de l'oxybutinine, simplement en contrôlant quand même que vous n'aggravez pas la qualité de la miction, mais il n'y a aucune contre-indication, bien au contraire, à traiter l'hyperactivité vésicale. Et je dirais même qu'il y a beaucoup de prostates qui sont tombées au champ d'honneur alors que ce n'était pas elles qui étaient responsables des troubles mictionnels. D'accord. Que faire dans les hyperactivités vésicales qui s'associent aux dysynergies vésico-sphinctériennes non orogènes? Alors, théoriquement, la dysynergie vésico-sphinctérienne implique un défaut de coordination neurologique. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas parler de dysynergie si effectivement on n'est pas dans un contexte neurologique. Donc après, ce sont des fausses dysynergies, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont incapables de se relâcher et qui ont des périnées un petit peu hypertoniques. Alors, on voit ça quelquefois, c'est des séquelles d'abus sexuels, des choses comme ça. Il faut un petit peu faire attention à ça. Non, donc, je dirais le problème, il est autre. Il faut traiter plutôt la cause du problème que sa conséquence. Sinon, si on a une authentique dysynergie, c'est qu'il y a un défaut de coordination neurologique. Et là, on est dans le traitement d'une vessie neurologique. D'accord. Alors, actuellement, on opère beaucoup plus concernant les prostates. On voit de moins en moins des cancers de prostate de bas risque. On a beaucoup plus de cancers de prostate intermédiaires à haut risque. Et on a toujours ce souci de rising, PSA ou de récidive, que ce soit à court terme ou à long terme. Et les malades qui ont des incontinences urinaires, on ne sait pas quel est le bon moment de leur proposer le sphincter artificiel. Est-ce que c'est 1 an ou est-ce que c'est 2 ans? Parce qu'on ne sait pas, probablement, ils auront besoin d'une radiothérapie, soit de rattrapage. Et à ce moment-là, on a des soucis. Par exemple, des malades qui ont des bandelettes ou des sphincters artificiels. Est-ce qu'on est si on leur propose de la radiothérapie alors qu'ils ont un matériel qui était déjà implanté? On a souvent cette appréhension. Je ne sais pas quel est votre sentiment vis-à-vis de cette situation qui n'est pas si rare chez nous. Si vous avez un vrai facteur de risque de rising PSA, malheureusement, je pense que vous pouvez directement aller au sphincter. Le fait d'avoir la radiothérapie après, si jamais vous avez mis un sphincter, je rappelle que le sphincter est quand même beaucoup plus bas, vous ne devez pas altérer du tout et ne pas avoir de problème local sur votre sphincter. Donc, si vous voulez, au bout d'1 an, si vous avez un patient qui a une incontinence majeure et qui est malheureux, vous lui posez le sphincter, point, et puis vous gérerez la suite puis on verra bien. Si par contre, vous me dites, oui, c'est un PT3B R1 sur 2 cm, je veux dire, écoutez, faites un coup de rayon, puis après, on verra. Je veux dire, je pense qu'il faut un peu. Et puis, après, effectivement, le problème sera plus sur le patient qui a
le PT2B, glisone 8 ou 7, avec l'incontinence, mais pas si importante que ça, qui veut pas de sphincter, et qui, il suffit de lui dire. Vous dites, écoutez, vous avez un risque de rising PSA, moi je veux bien vous mettre une bandelette, mais si je vous mets une bandelette, le risque c'est que ma bandelette, elle marche moins bien, si jamais vous avez de la radiothérapie. Après, vous pouvez pas deviner, non plus deviner la suite, forcément. D'accord. Pour être honnête, on a mis des advances et on a mis des vertus chez nous, mais c'est vrai que c'était des incontinences urinaires post-radicales, post-proscription radicale, mais c'était des modérés à sévères. Et on n'avait que vraiment de mauvais résultats. Et on alors, le vertu, je vous conseille d'arrêter tout de suite. Il y a l'étude, alors je crois que c'était en 2000, je sais plus, je l'ai ressorti, alors je vais pas parler de tous les trucs, mais alors il y a une très belle étude là sur vertu, c'est simple, ils ont juste arrêté l'essai. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, on arrête, il y a trop. Et ils n'ont pas arrêté l'essai. Non seulement les résultats n'étaient pas bons, mais en plus les patients étaient douloureux, avec des vraies douleurs, dont des bandelettes qui ont été retirées. Cette année-là, j'ai retiré une vertu, parce que le malade, il en a marre, parce qu'il avait trop mal, il avait des douleurs. Et vous avez pleuré, je suppose, quand vous les retirez, non? Ou c'était pas si dur que ça? Extrêmement difficile. Extrêmement difficile, mais j'ai pas pu retirer tout. Et ça, donc, on retombe un peu, si vous voulez, dans ce problème d'ablation de bandelettes. Hein. On sort tout juste, si vous voulez, de cette histoire de procès absolument gigantesque qu'il y a avec les bandelettes tout ce qu'on bandelettes voix basse pour les femmes. Si c'est pour commencer à mettre des bandelettes voix basse pour les hommes, on risque de se faire taper dessus. Alors c'est vrai, hein, je suis d'accord avec vous. Moi-même, de temps en temps, j'étais dans une maison où j'avais pas le droit de mettre de bandelettes. J'ai réussi à en mettre quelques-unes et ça s'est bien passé. Mais voilà, la vertu, c'est sûr que non. La seule, je vous dis, qui a quand même des études à moyen terme satisfaisantes, c'est l'Advance. Voilà. Mais, encore une fois, si vous avez des incontinences moyennes plus sévères, ça marchera pas. Ça marchera pas, vous serez déçu. Ouais. Donc, vous posez pas de questions, c'est un sphincter qu'il faut. Voilà. Alors, pour le zéphyr, c'est vrai, il y a quelqu'un ici au Maroc qui a pu les introduire ici au Maroc, mais on était un petit peu réticents parce que, par manque d'études. Mais dernièrement, c'est vrai, on était plus ou moins contents parce que Boston a repris l'AMS. Donc, maintenant, pour l'AMS 800, il est disponible chez nous. Donc, ce qui fait, donc on est content parce que les malades, ils vont en profiter. Oui. Une question sur la neuromodulation sacrée. En cas d'échec de premier test, est-ce qu'on peut refaire un autre test après 6 mois, par exemple? Est-ce qu'il y a une chance de répondre après? Si votre électrode était bien placée, que vous aviez de bonnes réponses avec des seuils de sensibilité qui étaient bas, à mon avis, il y a peu de chances que le deuxième test sera positif. Et même si on change le côté, imagine que ça... Alors, on a fait une étude qui vient d'être ou qui va être publiée très récemment, où justement on a fait des tests bilatéraux comme ça pour voir en randomisé, et en fait ça apporte pas grand-chose. D'accord. Très bien. Alors, une question, elle est pour Vincent Cardou. Pour pour les gens qui ont eu donc une radicale, avec de la radiothérapie, et lorsqu'on fait le bilan, on fait une cystoscopie, on se rend compte que les malades, ils ont des petites vessies, avec des vessies, disons, fibreuses. Alors, c'est des situations difficiles. Alors, que faire? Alors, sachant que le malade avait des cancers avec des adénomes. Donc, avec des vessies, avant l'intervention, c'était des vessies, disons, hypertrophiques. Soit vous avez un vrai trouble de la compliance. Oui. Il n'y a plus de capacité, on ne peut rien faire, à part un agrandissement de vessie. Agrandissement de vessie plus sphincter, ça a été fait, ça ne s'est pas bien passé. En tout cas, on l'a fait à la pitié. On avait fait 2-3 malades, ça ne s'est pas bien passé. Et vous les faites en même temps ou vous les faites en différé? Ah ouais, on l'avait fait en même temps. Ça ne s'est pas bien passé, je vous le dis tout de suite. Donc, alors je ne sais pas où est-ce qu'ils en savent, s'ils ont continué, mais bon. S'il n'y a pas de vessie, il n'y a pas de vessie. Qu'est-ce que je vous dis? S'il n'y a pas de vessie, ça se transforme en briquaire. Moi, je vois pas d'autre solution. Alors, je ne sais pas si Loïc a fait d'autres choses à partir du moment où on est bien d'accord, avec une disparition avec une compliance catastrophique. À ce moment-là, moi.
Loïc, ton expérience? Non, 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 faut pas faire ça, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Faut pas faire d'agrandissement en même temps qu'un sphincter artificiel, ça marche pas. ça marche pas. Ça marche pas. On a essayé, hein. On s'est dit, on sait jamais. Mais bon. Loïc, comment gérer une hyperactivité vésicale avec une hypertrophie bénigne de la prostate? À quel résultat de débimétrie vous dites là, les dysuriques, je ne mets pas des anticholinergiques, ou là, je peux mettre avec les alpha-bloquants, ça peut y aller? Alors, la débimétrie en elle-même, ça ne sera pas ce qui va être le plus intéressant. Ce qui est important, c'est la vidange vésicale, donc c'est le résidu postmictionnel d'abord qui est important. Et puis, je dirais le plus important derrière, à la limite, si vous avez un doute, c'est de faire un bilan urodynamique avec une étude de la phase mictionnelle. Parce que s'il y a un syndrome obstructif très important, il vaudra mieux effectivement le désobstruer dans un premier temps. Si vous n'avez pas de syndrome obstructif majeur, là, je pense qu'il n'y a pas de souci pour aller mettre des anticholinergiques si la vidange vésicale est correcte. On associe un alpha-bloquant toujours dans ces cas-là? C'est préférable. Et à la fin de ce webinaire, que je considère très instructif et formateur. Donc, il ne me reste qu'à remercier nos deux conférenciers, Monsieur Loïc Lenormand et Vincent Cardo. Et remercier également nos invités modérateurs, professeur Amr Ahmed et professeur Jalaluddin Amari. Les portes de service d'urologie de CHU d'Oujda sont ouvertes pour tous les urologues du Maroc, qu'ils soient pour discussion de cas cliniques ou de formation en neurodynamique ou neurologie ou de projets de recherche ou bien sûr participer dans des manifestations qu'on organise chaque année. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci pour tout. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.